Bonsoir Clément Aono Ambassa. Bonsoir Fabrice et bonsoir à tous les fidèles auditeurs et téléspectateurs des médias de la vérité. C'est un plaisir renouvelé pour moi en cette fin d'année de venir mettre la clé sous le paillasson avec nos milliers de chercheurs d'emploi camerounais et de partout dans le monde. Voilà, nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau, connaissant la qualité de casquette que vous revêtez en termes de manager RH, juriste et conseiller emploi. Aujourd'hui, nous parlons du recrutement. Du recrutement. Comment éviter les abus dans les processus de recrutement. Tout à fait. C'est un thème qui est intéressant, fort intéressant, parce que beaucoup cherchent le travail mais ne maîtrisent pas la réglementation en vigueur en matière de travail. Effectivement. Alors, nous sommes là pour donner quelques orientations aux nombreux chercheurs d'emploi et aussi tirer la sonnette d'alarme aux employeurs véreux qui ne veulent surtout pas respecter la réglementation en vigueur lors des processus de recrutement. Ok, on aura le temps de couvrir tous ces aspects. Commençons. Qu'est-ce que le recrutement? Bien, nous parlons tout le temps du recrutement. On va le définir de manière triviale. Le recrutement, en fait, c'est un processus où une entreprise a un poste vacant et elle cherche à trouver la perle rare pour venir occuper ce poste-là. Donc, dans le processus, nous avons donc la recherche du candidat, nous avons la sélection de ce candidat, nous avons son intégration dans l'entreprise. Cependant, on doit souligner que pour une entreprise qui est déjà fonctionnelle, ça veut dire qu'elle n'est pas nouvelle, Tout à fait. le recrutement peut être interne ou externe. Ça veut dire que l'entreprise peut choisir de prendre un candidat parmi les nombreux candidats déjà dans l'entreprise qui ont le profil pour occuper le poste à pouvoir. Tout à fait. On peut également mettre ces employés-là en compétition avec d'autres candidats qui viennent de l'extérieur. Okay. À ce moment-là, on parle donc du recrutement externe. Très bien, très bien. Mais avant de continuer, il y a des termes qui prêtent à confusion, à savoir embauche et recrutement. Y a-t-il une différence? Il y a une grande différence entre l'embauche et le recrutement. Pourquoi? Parce que l'embauche est en quelque sorte l'aboutissement du processus de recrutement. Qui dit embauche dit l'octroi de manière officielle du poste à pouvoir au candidat qui a été retenu. Ça veut dire que lorsqu'on a terminé avec le processus de sélection, oui, on donne donc le travail au candidat qui a été sélectionné. Ça veut dire que le chercheur d'emploi quitte de candidat à employé. On parle donc de l'embauche qui va se caractériser donc par ce qu'on appelle l'intégration du nouveau candidat au sein de l'entreprise. Et les entreprises qui ont des bonnes manières vont donc permettre à ce candidat-là de s'imprégner de l'entreprise facilement et d'être en contact de manière beaucoup plus paisible avec les nouveaux collaborateurs à partir par exemple des pots d'arrivée, des petits cocktails où on va le présenter. Il va faire connaissance avec les autres employés pour éviter ce qu'on voit dans certaines entreprises où on voit un nouvel agent, un nouveau travailleur et on pointe du doigt, on demande que c'est qui là-bas. Et tout le monde dit que c'est celui qu'on a recruté hier là. Et il a du mal à identifier qui est son collègue, qui ne l'est pas. Donc il faut avoir des bonnes pratiques pour faciliter l'intégration afin que le salarié ou le nouveau embauché soit apte à fournir le meilleur rendement. Tout à fait, tout à fait. Merci pour cette clarté dans la réponse. Bon, que doit savoir un candidat sur l'entreprise avant son embauche? Bien, lorsqu'on appelle un candidat pour l'entretien d'embauche, oui, il y a des préalables. Normalement, vous ne pouvez pas vous rendre à l'entretien d'embauche sans chercher à connaître quelle est la réglementation en vigueur qui est appliquée au sein de cette entreprise. Tout à fait. Ça veut dire que est-ce que l'entreprise est liée par une convention collective? Est-ce le droit du travail qui est appliqué avec ces textes d'application, c'est-à-dire les textes réglementaires comme on appelle trivialement, c'est-à-dire les décrets et les arrêtés? Oui. Est-ce que l'entreprise va me donner un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée? Oui. Est-ce que l'entreprise pratique les périodes d'essai? Bon, s'il y a l'essai là-bas dure combien de temps? L'entreprise a des politiques de rémunération qui reposent sur quoi? Même si je n'ai pas les textes de l'entreprise, est-ce que je peux me renseigner sur les entreprises qui fonctionnent dans le même secteur d'activité et qui sont semblables pour avoir au moins une idée, pour que je ne sois pas embarrassé
certains employés, quand on demande la prétention salariale, disent toujours que bon, donnez-nous ce que vous avez. Et le recruteur, qui sait qu'il est lié par une convention collective, fait tout pour cacher cette information et vous fait signer un contrat défavorable parce que vous êtes naïf et ignorant. Donc, il y a ce préalable-là qui vous impose de connaître cela. Vous devez également savoir que l'offre d'emploi, c'est un mariage entre un employeur et un candidat à l'embauche. Donc, n'allez pas en victime résignée. Cherchez à connaître s'il y a également un plan de carrière. Si dans cette entreprise-là, il y a une possibilité pour vous d'évoluer. Parce que vous risquerez de passer 5 ans, 10 ans au même poste sans évolution. Parfois même, les grilles de salaire ne vous présentent pas exactement la rémunération telle que vous aimeriez être traité. Donc, en matière de rémunération, il faut savoir, est-ce qu'il y a les avantages en nature, est-ce qu'il y a les primes, est-ce qu'il y a des indemnités, ainsi de suite. C'est bon de savoir tout cela pour ne pas être pris au piège quand le travail a commencé. Si on vous a dit que vous êtes à l'essai, rassurez-vous que vous avez un document écrit. Tout à fait. Si on vous a dit que c'est l'essai, vous n'avez pas un document écrit et qu'on venait à vous dire un jour que votre essai n'est pas concluant, traînez votre employeur à l'inspection du travail pour licenciement abusif parce qu'un contrat d'engagement à l'essai doit toujours être fait par écrit. S'il est verbal, cela signifie qu'on vous a recruté pour un contrat à durée indéterminée depuis le premier jour de votre embauche. Ok, formidable, formidable. J'aimerais que vous reveniez sur cette ce dernier point que vous avez évoqué. Oui. Oui, j'ai dit ceci. Si on vous a pris pour un travail, déjà que dans notre contexte, certains employeurs utilisent certains termes qui, lorsque vous regardez le code du travail, vous ne verrez pas comment on encadre ça. Oui. Beaucoup utilisent les termes contrat, pré-emploi. Voilà. Le pré-emploi, dans le code du travail, on ne le retrouve pas dans un article, mais on reconnaît l'essai. Tout à fait. Quand on dit pré-emploi, ce qui vient avant l'emploi, c'est l'essai. Donc, et pendant l'essai, le travailleur a droit à son salaire intégralement, oui, comme un employé qui a déjà été recruté. Il se trouve simplement qu'on est en train d'observer ses qualités pour éviter que l'entreprise se retrouve en train d'avoir des problèmes dans le cadre d'un licenciement abusif parce que les compétences ne sont pas concluantes à la fin de l'essai. C'est pourquoi on préfère, au lieu de nos contrats à durée indéterminée, oui, commencer par l'essai. Parce que l'essai n'est pas contraignant. Oui. Le salarié peut décider de partir à tout moment, oui, comme l'employeur peut décider également de rompre l'essai à tout moment, sans contrainte, oui, et sans dédommagement. Voilà. À moins qu'une convention collective ait réglé l'affaire du dédommagement dans cette activité, sinon il n'y a pas de dédommagement. C'est pourquoi, quand il y a donc essai, le droit demande que l'essai soit fait par écrit. Si on a dit essai, ça c'est également pour l'employeur. Vous qui donnez les contrats d'essai là, rassurez-vous que vous avez donné un document écrit. Sinon, vous aurez les problèmes après. Voilà. Si le travailleur connaît ce que je dis là, il va aller chercher un avocat et vous allez payer beaucoup d'argent parce que c'est un licenciement abusif plus tard. Et il faut être clair dès le départ. Et l'essai doit être renouvelé une seule fois pour la même durée. Ça veut dire qu'on vous a recruté, on a dit que l'essai c'est 2 mois. On peut encore renouveler pour 2 mois. Et après 4 mois, si vous devez continuer à travailler là-bas, on doit vous donner un contrat de travail à durée indéterminée pour continuer à servir l'employeur. Sinon, il y a également abus. Parce que le fait qu'on n'ait pas l'emploi fait en sorte que certains jeunes étudiants sortis des écoles se laissent exploiter gratuitement sous forme de stage. Vraiment. On dit stage de perfectionnement. Et le stage en question va durer 3 mois, voire 6 mois. Au bout des 6 mois, l'enfant qui est fier d'exercer va demander parfois à l'employeur de le garder. Maintenant, l'inspection du travail, quand il va passer, va trouver que l'affaire qui est perfectionnement là ne cadre plus avec ce que la réglementation demande. Et ils vont faire en sorte que l'enfant accepte un contrat défavorable, juste parce qu'il veut rester dans l'entreprise. Ils se doivent toucher parfois un 30 000 ou un 40 000, que c'est le taxi. Mais entre-temps, il fait toutes les tâches comme les employés qui ont des bons contrats de travail. Et le jour où l'employeur veut recruter maintenant de manière formelle, il part chercher à l'extérieur ou de confirmer celui qui est déjà dedans. Voilà. Parce que celui qui est dedans est comme un sacrifié, puisqu'il travaille déjà à moindre coût.
on estime que c'est une faveur qu'on fait à celui-là de rester dans l'entreprise, mais on ne lui donne pas un contrat normal. Donc vous également, jeunes chercheurs d'emploi, vendez-vous cher et évitez qu'on se serve de vous. Vos 6 mois de perfectionnement doivent vous permettre de commencer à regarder ailleurs si vous sentez que la confirmation là-bas n'est pas possible. Très bien. Merci Clément. J'aimerais rappeler simplement que dans l'une de nos émissions ici, nous avons vu que le chercheur d'emploi est un produit et comme tout produit, doit savoir se mettre en valeur. Exactement. Très bien. Mais il y a un terme là, vous parlez de convention collective. Pour le jeune chercheur d'emploi d'aujourd'hui, quelle différence fait entre la convention collective et le code de travail? Bien, le code du travail, c'est la loi portant code du travail qui a été votée par les députés à l'Assemblée nationale et promulguée. Très bien. Ça, c'est le code du travail. Ça veut dire qu'il a un caractère, comme on dit, au pouvoir législatif. Tout à fait. Voilà. Cependant, nous sommes membres de l'Organisation internationale du travail. Ça veut dire que le Cameroun est membre de l'OIT. Tout à fait. Et quand on est membre de l'OIT, les textes de l'OIT, à travers les conventions et les recommandations de l'OIT, demandent que tous les États membres, dans leur réglementation ou législation interne, promeuvent ce qu'on appelle la négociation collective. C'est-à-dire que les employeurs des secteurs d'activité, avec les syndicats qui représentent les employés de ces secteurs d'activité-là, essayent de revoir ce que la législation avait prévu pour des meilleures conditions de travail et les meilleurs salaires. À ce moment-là, l'État n'intervient pas. Donc, le secteur d'activité, ils vont donc s'asseoir, les syndicats, les groupes d'employeurs, pour apporter des améliorations dans les textes déjà existants, comme le Code du travail. Effectivement. C'est pourquoi la convention collective a toujours des dispositions beaucoup plus favorables que le Code du travail. Des dispositions beaucoup plus favorables que les textes d'application du Code du travail. Par conséquent, lorsqu'il y a convention collective, on ne va plus se fier au Code du travail et à ces textes d'application. On va s'appesantir uniquement à la convention collective, qui peut également être améliorée dans certaines entreprises par ce qu'on appelle les accords d'établissement. Ça veut dire qu'une entreprise qui a des succursales, une fois que la convention collective a été validée, va penser qu'elle peut faire mieux que la convention collective et va encore apporter des améliorations en interne. Tout à fait. Et à ce moment-là, chaque succursale de cette entreprise doit donc prendre en considération maintenant l'accord d'établissement qui est beaucoup plus favorable que la convention collective.